On va parler de supply chain. La supply chain, c'est quoi? Pourquoi c'est important? C'est quelque chose, un type d'attaque qui était assez théorique jusqu'à il y a encore quelques années. On parlait de genre de truc du genre oui, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a quelqu'un qui met dans NPM un module qui va choper les numéros de carte bleue dans tous les formulaires? On disait non mais bon, ça arrivera jamais. Et puis en fait c'est arrivé. Et puis ensuite on a aussi failli avoir un botnet géant avec tous les SSH de la Terre, passant par LZMA. Si ça vous dit rien du tout, vous pouvez chercher ces mots-clés-là dans votre moteur de recherche favori. Vous voyez, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Et il y a quelques jours, c'était Notepad++, qui est devenu un vecteur d'attaque à la supply chain. Bref, au lieu d'attendre l'attaque hypothétique à la supply chain, maintenant c'est plutôt nombre de jours depuis qu'il n'y a pas eu une attaque à la supply chain et on n'arrête pas de remettre le compteur à zéro. Donc pour nous parler de tout ça, on a Aurélie et Sherine. Aurélie, je pense que vous la connaissez au moins pour son célèbre ouvrage Understanding Kubernetes in a Visual Way. Voilà, si vous la connaissez pas pour ça encore, allez regarder le bouquin, c'est vraiment top pour comprendre plein de concepts Kubernetes. Et puis voilà, c'est à vous pour nous parler de supply chain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, merci d'être là, nombreux quand même si c'est la fin de la journée. On est là pour apprendre en s'amusant, donc on va faire un quiz ensemble ce soir autour de la supply chain. Donc sans plus attendre, je vous présente Aurélie. Question pour un conteneur, ça va être un super talk avec une édition spéciale sécurité de la supply chain. Moi je m'appelle Aurélie Vache, je suis développeur avec elle chez Ovage Cloud, plus spécialement sur le cloud natif, Kubernetes, l'infra as code et la developer experience. Et un chat noir incontesté, je peux en témoigner. Et moi, je suis Sherine, je suis chez Red Hat depuis quelques années maintenant. Je travaille sur OpenShift. Je suis également très intéressée et j'aime beaucoup les communautés open source. Et donc, je participe à Marseille Java User Group et également au Cloud Native Provence qu'on essaye d'organiser pour la fin d'année, pour décembre, le 10 décembre. Donc, passons aux choses un peu plus sérieuses. Donc, l'objectif, c'est de voir si on peut apprendre un petit peu plus sur la supply chain au travers d'un téléphone. Allez. Donc, le QR code va vous amener à une page blanche avec un bandeau bleu. Jusque-là, ça devrait marcher. Le pseudo, je vais vous le demander beaucoup plus tard. L'objectif, répondre rapidement, mais surtout répondre correctement. Et donc, du coup, les plus forts auront peut-être quelques goodies à venir chercher. Mais quand même, vous pouvez venir nous voir. Même si vous n'avez pas gagné, il y a quelques stickers, il y a quelques petits goodies que vous pouvez récupérer. Prêt? Allez, c'est parti. Donc, pourquoi la supply chain? En fait, comme l'a dit Jérôme, on build, on écrit notre code source, on utilise nos pipelines, etc. Et en fait, il y a plein d'endroits où on peut se faire attaquer. Donc Aurélie, elle a écrit un Gophers API, une petite API qui sert des images de Gopher sur Internet. Et l'objectif, c'était de builder ça dans un container Docker et de le déployer sur un cluster. Et donc, sauf que comme vous allez le voir, il y a plein d'embûches. OK. Donc, maintenant, c'est à vous. Il faut nous donner votre pseudo pour participer au jeu. Donc, est-ce que vous avez une petite page? Ouais, c'est bon. On vous demande le pseudo. Alors, on va voir jusqu'à combien de personnes va y avoir cet après-midi. On a 45 minutes, donc ça va être chaud, mais on attend un petit peu. Déjà 62. Oh, ils sont chauds. Il est 17h, mais ils sont déjà chauds, tu vois. Ils sont encore chauds. Ouais, on va attendre la centaine ou pas? Ouais, 106. Je sais pas combien il y a de personnes dans la salle. Vous êtes tous cachés, on attend. On voit pas le haut, donc pour nous, il n'y a que le bas. Mais il y en a plein de personnes. On attend juste un petit peu. Après, on va plus revoir. Vous êtes prêts? De toute façon, le QR code, il va continuer à s'afficher. Allez, go. Allez, c'est parti. C'est cool. Sympa. C'est parti. Première question. Les images d'un registre public comme Docker Hub, par exemple, est-ce qu'elles sont signées, sécurisées? Oui. De toute façon, elles passent un scan avant d'arriver dans le registry. Ou bien non, aucune garantie. Ou bien seulement les images des 0 cœurs et Red Hot sont sûres, les autres non. Vous en pensez quoi? Fais voir. Cool. Ouais, ça va. Ouais, c'est la première question, c'est la plus facile. Pas mal. Alors,
Pour ceux qui sont tombés dans le panneau, il y a plein d'images qui existent sur les registries publics, quelques des zéro cœur, méfiez-vous-en. Et donc, effectivement, toutes les images qu'on trouve sur les registries publiques ne sont pas sûres, donc méfiez-vous. Bravo à Siribet. Allez, donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ça, c'est surtout intéressant et important quand vous êtes en train de choisir votre base image. Il faut choisir une image à laquelle on peut faire confiance. Donc, signature, signée par une identité qui est vérifiée par une autorité de certification, s'il vous plaît. Donc, on ne s'arrête pas juste à voir, il y a une signature et on s'arrête là. Et un scan de sécurité réussi à minima. Donc, les différentes registries publiques vous proposent quelques outils et quelques tips pour vous en sortir. Donc, ça, c'est sur Docker, les petites pictos. Sur Red Hat, le Crate.io, il propose le petit bouclier pour les signatures et il y a aussi le Security Scan qui s'enclenche normalement automatiquement avec l'air. Sur Arbor, on a aussi un petit picto vert lorsqu'il y a une signature. On a aussi la possibilité de voir le résultat des scans de vulnérabilité et les résultats des SBOM. Donc, ça, c'était la première étape de la Gopher API, choisir la base image. Donc la base image, il y a quelques images qui sont pas mal intéressantes si vous voulez jeter un coup d'œil, surtout pour le fait qu'elles sont très petites, telles que UBI Micro, UBI Init, allez jeter un coup d'œil. L'objectif, c'est d'avoir un footprint très petit pour les attaques. Donc Docker Hardened Image, le DHI, aussi est quelque chose que vous pouvez aller regarder. Donc les licences sont ouvertes dans les 3 cas d'ailleurs pour ChainGuard aussi. Donc ces licences, ce sont des choses que vous pouvez utiliser et vous pouvez baser vos images là-dessus. Donc attention pour ChainGuard, c'est le latest qui est surtout free et les autres, il faut peut-être un petit peu regarder de plus près. Donc maintenant qu'on a choisi notre base image, on va commencer à faire le build. Mais pendant le build, qui dit que notre pipeline ne va pas être hacké entre-temps ou qu'on ne va pas utiliser des VM qui ont des librairies bizarres? Du coup, je pense que j'ai une solution. T'as une solution? Question numéro 2. On reprend le téléphone, on est ready. Qu'est-ce qu'une SALSA provenance attestation? C'est un inventaire de tous les composants et dépendances logicielles, un inventaire vérifiable de la construction, des sources, des dépendances, ou bien un inventaire des étapes de la construction, ou bien un inventaire des CVE, des vulnérabilités exploitables. Qu'est-ce qu'une SALSA provenance attestation? On va voir. À votre avis? Là, ça se complique un petit peu, mais ouais. Je crois que vous avez raison. C'est bien un inventaire vérifiable de la construction, des sources et des dépendances. Ah, c'est cool. Ça un peu déjà le classement échange. J'aime bien, à chaque fois il va changer, dont la dernière elle va être sympa aussi. Spoiler alert. Donc en fait, SALSA c'est quoi? C'est un ensemble de directives, de recommandations pour la sécurité de la supply chain qui est adoptable de manière progressive. Il y a 4 niveaux de conformité. Pour être conforme au niveau 1, il faut générer les attestations de provenance qui sont obligatoires. C'est quoi? C'est un document qui contient des métadatas avec des informations sur où, quand et comment l'artefact a été construit. Généralement, on génère la provenance dans sa chaîne de CI/CD avec quelques outils. Et pour être conforme au niveau 2, les attestations doivent être signées et distribuées dans une enveloppe in toto. Cela va garantir que l'attestation de provenance est infalsifiable. On va le voir en démo. Allez, yata! C'est bien les démos, c'est cool. Donc en premier, ce qu'on a fait, c'est qu'en préalable, on vous a créé une GitHub Action qui a plusieurs étapes, on va les voir, dont une qui génère l'attestation de provenance. On commence par récupérer cette petite GitHub Action. On la récupère avec un curl, on veut juste ça. Alors, on va juste remonter un petit peu. Voilà. En fait, les GitHub Action, elle fait quoi? Elle parle d'une Ubuntu. On commence par faire un login à notre OVH Cloud Private Registry. On lui fournit le nom du registry, l'username, le password. Ensuite, on a une étape où on va builder et pusher automatiquement notre image dans notre registry. Et l'étape qui nous intéresse, on utilise attest build provenance. On génère la petite provenance et on va utiliser quelques informations, dont le fameux hash, le SHA, le digest. On le récupère de la step juste avant. Et on va lui dire, tu vas me pusher ma petite provenance sur le registry. Ça, c'est la GitHub Action qu'on a créée.
Et du coup, on a lancé la GitHub Action, on a du coup notre petite provenance, et on va regarder avec Horace Discover quels sont les artefacts qui sont attachés à notre image. Déjà, c'est bien, tu as utilisé un digest. Bravo. Un petit chat, miaou, je l'ai fait, check. Donc j'ai quoi? J'ai mon image, on voit bien, c'est le registre que je veux, le projet CND, la Gopher API, c'est le nom de mon image, et le hash pour dire c'est mon image là, c'est pas un tag qui peut être corrompu ou autre. Donc elle a quoi dedans? Elle a une enveloppe in-toto qui contient une provenance signée avec Sigstore. OK, donc on a une provenance, elle a été signée et tout, c'est cool. Maintenant, j'aimerais bien savoir c'est quoi cette provenance, il y a quoi comme information dedans. Si ce qu'on a dit avant, c'est pas de bêtises. Pour la récupérer, on peut le faire avec cosign verify attestation. On lui dit, ça a été fait avec le certificate identity qui est notre GitHub Action, avec le petit lien, la branche main. L'OIDC, c'est GitHub. Le type, c'est une provenance salsa v1. Et ça concerne quoi? Ça concerne cette image, avec le hash qui va bien. Et avec expérimental aussi 1.1, on dit, tu as utilisé l'OCI 1.1 distribution et spécification. On récupère que la payload, et en fait, la provenance, c'est ça. N'ayez pas peur, ça va. Celle-là, elle est petite. Là, en fait, voilà, on voit in-toto, c'est une enveloppe in-toto. Dedans, il y a quoi? Ça concerne notre image, avec le hash qui va bien. Le predicate, c'est une provenance. Et ce qui nous intéresse, il y a quoi dedans? En fait, il y a ce qu'on appelle les build définitions. Il y a toutes les informations du build. On sait que c'est en provenance de mon repo GitHub, le lien vers la GitHub Action, sur la branche main. On a toutes les informations, en fait. Informations GitHub, même le commit ID, etc. OK. Donc ça, c'est une provenance qui est générée à partir de mon GitHub Action. Et pour le fun, on a fait pareil. On a géré une provenance à partir de Docker BuildX pour voir est-ce qu'il va y avoir les mêmes informations. Deux outils, on doit avoir le même contenu. Donc on récupère notre attestation avec Docker Scout attest-get. On lui dit c'est une provenance. Tu me le mets dans provenance.json et tu me l'affiches avec bat. Comme ça, c'est un peu plus joli qu'avec un cat. Et là, donc on regarde le début, une toto, j'ai mon enveloppe, c'est une provenance. Mais là, on voit déjà qu'il y a des informations qu'il n'y avait pas dans l'autre. Ça concerne notre image. Déjà, pour la plateforme Linux, ça met 64. Et ensuite, il y a des informations. Le build a été fait avec Docker, le projet Moby. Et on a déjà les informations sur... Il y a deux images de base dedans, cool. Image de Golang 1.25, image d'Alpine. Et après, il y a toutes les informations. Ça provient d'un Dockerfile pour la plateforme AND64. Et là, on a toutes les étapes, on appelle les build steps, étapes de build. Donc, comme vous l'avez vu, avec deux outils différents, la provenance ne sera pas les mêmes. Le format est le même, mais les contenus non. Donc déjà, le talk qui commence bien, deux outils différents, deux contenus différents. C'est la sécurité, ça. La sécurité supply chain, c'est pas sec, hein. C'est pas easy. J'ai un petit tips, en fait, après on terminera. Ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'on peut récupérer le Dockerfile directement depuis une provenance. Quand on n'a pas accès, ça peut être sympa, en fait. Et là, avec une petite commande JQ qui est plus grande que moi, c'est facile, mais c'est pas grave. La commande JQ est énorme, et en fait, quand on fait cette petite commande, on peut récupérer uniquement le Dockerfile. Et ça, franchement, c'est pratique. Et là, une info sympa, donc on sait que l'image, ça vient d'une Golang 1.25. Notez bien, ça va servir pour la suite. En tout cas, ça me fait super plaisir de voir ça, parce qu'il y a quelques années, quand j'avais les compliance auditeurs qui venaient me voir en me disant « Oui, pipeline as code, c'est bien, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est la pipeline qui a fait le truc, etc. » Enfin, ça me mettait hors de moi. Donc là, c'est nickel. Donc maintenant, intéressons-nous à une prochaine truc important, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'image, non? Donc, reprenez votre téléphone. Que se passe-t-il quand je génère un SBOM pour une même image avec deux outils différents? Les SBOM seront identiques, normal. Les contenus des SBOM diffèrent, ou bien c'est les mêmes contenus, c'est juste que c'est des formats différents, du JSON, du XML, etc.
À votre avis? Est-ce que j'ai fait un petit peu aiguillé, tu crois? Je pense que tu as vraiment influencé l'audience aujourd'hui. Aurélie. Ouais, mais alors c'est rigolo. On s'attendait pas à cette réponse. J'adore à chaque fois. Ah ouais. Bah en fait, oui. Alors c'est vrai que les SBOM existent dans différents formats. Donc vous pouvez faire du JSON, du XML, du protobuf, mais Comme d'hab. il y a beaucoup plus grave que ça. Bravo à Witrem et FBI. Bravo. Donc pour la petite, juste pour le petit rappel, les Software Bill of Materials, c'est un petit peu ce qui nous vient un petit peu de l'industrie. On voulait savoir toutes les identifiants des boulons, tout ça pour faire toute la voiture, etc. Ben là c'est pareil, mais pour les images, donc tous les composants de l'OS jusqu'aux dépendances librairie. Donc il existe deux formats possibles, SPDX, CycloneDX. La plupart des outils que vous allez utiliser sur le marché, ils supportent les deux. Et d'ailleurs, dans les différents formats, vous pouvez générer du JSON, du XML et du protobuf. Maintenant, pourquoi est-ce que le contenu du SBOM diffère? Parce qu'en fait, les outils n'utilisent pas les mêmes techniques. Donc on peut, par exemple, dire je regarde le système de fichiers de l'image, j'en tire des conséquences. Je peux aussi me fier au package manager. Donc, par exemple, si j'ai un Go mode ou bien un pom.xml, etc., ben, je vais en tirer certaines conclusions aussi. Je peux faire une analyse binaire, carrément binaire, ou bien je peux me greffer à la pipeline et en fait regarder les infos qui transitent pour découvrir des choses. Donc, on va voir comment ça fait en démo. Donc, pour commencer, j'ai utilisé Trivi. Donc là, je génère du SPDX au format JSON pour la fameuse Gopher API, la 7025 qu'on veut mettre en production. Et donc là, on voit qu'il a détecté donc, un OS Alpine et un langage normal. On a du Golang sur du Alpine. C'est ce qu'Aurélie vous a montré tout à l'heure. Donc avec Docker Scout, je peux faire à peu près la même chose. Donc avec une commande qui ressemble à ça. Avec Podman, en fait, Podman il délègue la génération du SBOM à un autre outil. Et il y a aussi BOM, qui est un outil qui est fait par Kubernetes SIGS et qui vous permet aussi de générer des SBOM. Donc maintenant, si on regarde le SPDX avec BOM, celui qu'on a généré avec Trivi dans un premier temps, donc je peux faire BOM Document Outline. Je pense que c'est beaucoup mieux, vous allez voir, que simplement vous montrer le JSON. Donc ça ressemble à ça. Donc là, je vois le container Gopher API, donc ça c'est la partie Golang, et en dessous, je vois toutes les dépendances de l'Alpine aussi. Donc ça me permet de voir un peu mieux ce qu'il y a dans le SBOM. Maintenant, si je regarde le SBOM généré par BOM pour cette même image, et là, en fait, c'est pas la même granularité. Donc, il faut bien choisir son outil pour générer le SBOM en fonction de ce qu'il y a dans l'image, en fait. Ensuite, maintenant qu'on a un SBOM et qu'on veut aller en prod, c'est important que le SBOM il soit au même endroit que l'image. Donc, on va aller le pousser dans le registry. Pour ça, on va utiliser Horace Attache. Donc, Horace Attache, on va lui redonner l'identifiant de l'image, donc toujours la 7025, et on va lui dire, on est en train de te pousser un SBOM. Donc, on va donner à Arbor tout un tas d'annotations et d'indications pour lui dire, ceci est un SBOM, tu le traiteras en tant que tel. Et donc, Horace, il va utiliser l'API Referrers de OCI pour pousser ce SBOM. Donc, ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que quand vous utilisez Horace Attache, vous êtes en train d'envoyer le SBOM en plain text. Donc, quelqu'un qui vous a hacké l'accès au registre, il peut aller changer le SBOM très facilement. Donc, l'alternative, c'est que vous ayez des SBOM signés, et donc plus exactement dans les enveloppes in-toto que Aurélie a montré tout à l'heure. Donc, n'utilisez plus la commande attache de cosign, elle est deprecate. Par contre, vous pouvez utiliser cosign attest, qui va en fait prendre le SBOM, le mettre dans une in-toto enveloppe, signer le tout, et vous envoyer ça dans la registry. Donc, comme vous pouvez le voir, on dit que c'est du SBOM, etc., tout ça. Donc là, ce qui se passe, c'est que en gros, je vais utiliser mon identité GitHub, dans ce cas, pour faire du keyless signing. Et donc, du coup, ça va générer la signature, envoyer le tout, mettre un record, etc. Donc, mon SBOM est disponible, on le verra tout à l'heure sur le registry.
Et pour vérifier, donc Cosine Verify Attestation, donc un petit peu ce qu'a fait Aurélie d'ailleurs tout à l'heure pour la provenance, c'est la même chose. Donc cette fois-ci, ma certificate identity, puisque je viens de signer avec mon identité GitHub. Et donc là, on va voir le SBOM en vrai. Vous avez vu, c'est C'était mieux tout à l'heure. Franchement, avec BOM, c'est mieux, non? Mais moi, je préfère quand c'est visuel. Et là, c'est vrai qu'avec BOM, c'est mieux. Bon, on va revenir dans les slides, donc commencez à vous repréparer pour la prochaine question qui va concerner maintenant le contenu. Donc on a toute la liste des librairies. Et est-ce qu'on est content quand on y aura des vulnérabilités, à votre avis? Je pense que, alors, ouais, généralement, on lance un scan, on en a plein de vulnérabilités, mais peut-être qu'il y a quelque chose, qu'il y a une étape à faire. À mon avis, oui. Hein. Ils sont ready, on prend les téléphones, allez. Alors, mon image contient des CVE, des vulnérabilités. Peut-on quand même l'utiliser en production? Bah non, c'est trop dangereux, on veut du zéro CVE. Ou bien, oui, à condition qu'elle ne soit pas exploitable, ou bien, oui, ça sert à rien le CVE. Je dis à Chérie, les CVE. J'aimerais bien me faire un t-shirt, oui, ça sert à rien le CVE, mais je pense pas qu'ils vont m'accepter en conf après. Et il faut rigoler un peu. Alors, qui est un ayatollah de la CVE? Non, 9% seulement, ça va. Okay. Ça va. Non, franchement, ouais, vous avez raison. Oui, à condition qu'il ne soit pas exploitable. Et on va vous montrer un truc qui n'est pas très connu. On en parlait toute la journée. Et donc, ça va être intéressant. Alors, le classement, ça va. J'avoue, il y a un peu des changements, mais ils sont un fou. Ouais. Donc, pour avoir une liste de CVE non exploitables, on a une solution, c'est le VEX. Vulnerability Exploitability Exchange. C'est quoi? C'est un format standard qui va décrire si une vulnérabilité, une CVE, est exploitable ou pas dans son application. Là, je vous ai dessiné un petit exemple d'un fichier VEX. C'est quoi? C'est une liste de CVE, son nom, des alias, son statut, not affected par exemple, et sa justification. C'est pas exploitable parce que le code vulnérable n'est pas présent dans mon application. Il y a plusieurs implémentations. Il y a le CycleDX et SPDX. En fait, c'est plus pour enrichir son SBOM. CSAF, lui, il est plus complet, mais il est plus dur et lourd à implémenter dans une pipeline. Et par contre, OpenVex, j'avoue, c'est mon petit chouchou. Il est plus light, il est cloud native friendly. On va faire une démo avec. C'est parti, à l'attaque. Donc en premier, on va lancer un scan de vulnérabilité. Je demande, Trivy, est-ce que tu peux me faire un scan? Tu me listes que les high et les critical pour mon image Gopher API. Avec JQ, je dis, tu m'affiches que quelques champs. On demande un Trivy, il lance son scan, c'est rapide, il donne la réponse. C'est quoi ça? Mais il y a plein de vulnérabilités là, on ne peut pas mettre en prod là. J'avoue, ils n'ont pas vu, t'inquiète pas. Alors vite, je regarde, et en fait, déjà la première, je ne sais pas si vous voyez bien, on peut voir que déjà la première CVE que le scanner a dit cette vulnérabilité est dans ton appli, si on regarde bien, tout à l'heure, on a vu que le Dockerfile était en 1.25, Golang. Et là, la première CVE qui est en high, elle est, on va dire, elle est que pour Golang avant la 1.19.1. Donc déjà, je sais que mon application, elle n'est pas vulnérable à cette vulnérabilité. Et il y en a plusieurs. OK. Donc, comme on l'a vu, on va générer un VEX. Ce qui est cool, c'est que comme mon appli est en Go, on va utiliser un petit outil qui est GoVidentCheck et qui permet également de générer un fichier VEX automatiquement. On ne peut pas le faire à la mano avec VEX Control, mais on va le faire en live de manière automatique. Donc, GoVidentCheck, je peux lui dire, tu me génères un VEX dans le format OpenVex et tu me le mets dans ce petit fichier JSON à la fin. OK? Franchement, c'est rapide. Et on va afficher c'est quoi son format. Donc, on va un peu scroller vers le haut, désolé. Un peu. Mais il est long ce fichier. Il a trouvé plein de trucs. Il a trouvé plein de trucs, c'est trop cool. Donc, c'est quoi? C'est un fichier au format OpenVex, généré avec GoVidentCheck. Auteur ou non-auteur, il ne connaît pas GoVidentCheck. Il n'est pas gentil. C'est ça ce qu'il met à chaque fois. Le timestamp du jour, etc. Et en fait, comme on l'a vu, c'est une liste de vulnérabilités avec son ID, son name, des alias, une description, il est toujours pratique. Et en fait, il a une liste de products, on va y revenir. Il a un statut, là, cette CVE,
elle est not affected car le code vulnérable n'est pas présent dans le pass d'exécution et avec la petite phrase qui va bien. Et par contre, là, vous le voyez, ID unknown product. Pour que nos outils de scan supportent et prennent en compte cet outil, on va devoir faire un petit trick. Ce qu'on va faire, on va fixer ce vex file pour que Trivy, Gripe, etc. le prennent en compte. Avec une commande GQ, je lui dis que l'ID, ça fait référence à l'ID, c'est la référence vers le hash de mon image avec l'URL du repository, etc. Grâce à ça, vous allez avoir un... c'est dur à dire. Grâce à ça, vous allez avoir un fichier vex qui est supporté par les outils de scan. Donc un truc automatique et en plus qui est supporté. Franchement, c'est cool. Du coup, j'ai relancé mon petit scan avec Trivy, mais cette fois-ci, je vais filtrer avec ce fichier vex. Donc la commande, c'est la même que tout à l'heure, Trivy image, que les high critical, blablabla, mon image, le hash qui est plus grand que moi. Et après, je fixe, je dis ---- vex, et je lui fournis le path vers mon fichier vex. Et à la fin, je lui dis, tu m'affiches, si tu vois des vulnérabilités non exploitables, tu m'affiches quand même c'est lesquelles. Je vais avoir l'info. Donc là, hop là, pareil, il fait son scan, il est rapide. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que voilà, il fait son scan, blabla, il récupère ce qu'il faut, il voit des infos, Alpine, etc. Et là, en fait, donc, il voit des highly critical pour Alpine, mais contrairement à tout à l'heure, pour Gopher API, il n'y en a plus. Donc les vulnérabilités que j'avais à mon scan, c'est grave, Sherin qui saute partout, qui court, etc. Et du coup, cette fois-ci, non, c'était un faux positif. Elles ne sont pas exploitables dans le code. Donc faire un vex, franchement, c'est super important. Et là, on a la liste, ces 3 CVE, en fait, elles ne sont pas exploitables dans mon code. Donc en revoir les faux positifs, et ça, c'est cool. Et comme d'hab, on a généré un fichier, on va l'attacher à notre image, toujours pour qu'il soit à côté de notre image. On peut faire avec Cosine. Que vous n'ayez pas les gens qui vous appellent au support en disant oui, les CVE, machin truc. C'est dans le vex. C'est dans le repo. C'est dans le repo, le vex c'est dedans, tu vois. Donc comme ça, vous fournissez la liste des vulnérabilités non exploitables et vous le mettez dans le repo à côté de votre image. Comme tout à l'heure, touf, touf, touf. Et oui. Hop. Et là, je suis en train de signer avec l'identité de Sherin. C'est assez rigolo. Je suis un pirate, tipiac. Ça y est, c'est signé, c'est envoyé. Et il y a un petit tips, en fait. Une fois que le vex est attaché à notre image, on peut dire à Trivy de le récupérer sans avoir à lui spécifier le chemin du vex. Juste avec -vex OCI, Trivy, il va se débrouiller pour aller, je récupère l'image, est-ce qu'elle a une attestation de type vex? Ok, je récupère et je filtre. C'est magique. Nickel. Et c'est fini de mon côté. À toi. Ok, on va reprendre les téléphones. Encore? Oui. Allez. Donc maintenant qu'on a vex, etc., moi, ce que je voudrais, c'est que notre image, elle soit plus touchée. Donc du coup, on va faire quoi? On va la signer pour être sûr de son intégrité. Donc qu'est-ce qu'on peut utiliser pour signer? Horace, Cosine, Notation ou bien Trivy. Choisissez 2 réponses. Bon, je vais dire 2. Les bonnes, si possible. Mais je vais dire. Alors il y en a un qu'on a déjà beaucoup utilisé. Oh oui, donc Cosine, oui, on l'a beaucoup utilisé, effectivement, et Notation est le deuxième. C'est pas Horace. Donc Trivy et Horace ne permettent pas de faire de la signature. Ça va du coup, le premier, il est tombé. Donc, effectivement, signer l'image, ça permet de s'assurer de son intégrité et que personne n'a touché l'image entre le moment où elle sort de ma pipeline et le moment où je vais l'utiliser. Donc, Cosine et Notation sont des outils que vous pouvez utiliser. Avec Podman, c'est possible aussi, on verra tout à l'heure. Donc, Docker Content Trust a pris sa retraite. Du coup, DCT est décédé. Est décédé. Ok, parfait. Donc, Docker propose plutôt d'utiliser Cosine et Notation aussi à la place de Notary. Ouais. Donc, petite démo de la signature.
Donc avec cosine, ça se passe un petit peu comme on a vu tout à l'heure avec un cosine sine cette fois-ci. Le tiret Y, c'est pour dire ne m'embête plus à me demander si oui, tu dois aller utiliser mon identité GitHub, c'est oui. Tu utiliseras mon identité GitHub. Donc on va encore une fois lui faire la petite signature, la petite login. Et donc là, on a notre petite signature cosine. On peut faire la même chose avec notation. Donc cette fois-ci, on va faire un truc zoom zoom qu'on ne vous recommande pas de faire en production. Donc, on va faire un petit self-signed certificate avec notation generate test. Et on va activer en fait Notation Experimental pour l'instant pour pouvoir utiliser ce petit flag Allow Referrers API, toujours parce qu'on veut utiliser OCI 1.1 et son Referrers API. Donc, on a mis le debug, il y a beaucoup de trucs, mais toujours est-il que là, on a donc du coup 2 signatures. On va aller les voir sur la registry. Donc là, ça c'est l'état de la registry avant que je fasse un refresh. Donc là, pour l'instant, il n'y a que la provenance qui s'affiche comme ça, ici, provenance. Et donc là, quand je vais revenir et que je vais rafraîchir, j'ai déjà le fait que ça a été signé. Je vois bien que tout à l'heure, on a poussé du SBOM, donc on voit les différents artefacts. Alors malheureusement, ils s'appellent tous Subject Accessory, donc on voit que le notary de manière visible comme ça. Et la petite info, en fait, c'est que même, enfin, là, ce qu'on a vu, on a fait une signature avec cosine. On va l'expliquer juste après avec cosine V3, la nouvelle version qui utilise la Referrer API. Et le problème, c'est que la version de Arbor actuelle, elle ne prend pas en compte. Elle ne connaît pas. Et du coup, il y a quelques mois, j'ai fait une issue et j'ai même fait une review de PR entre-temps. Et la bonne nouvelle, avec Arbor 2.15, ça sera supporté. Donc ça arrive, Arbor 2.15 à la fin du mois a priori. Donc, là, on ne voit pas, mais ça arrive bientôt. Bientôt. Donc, je vous montre un dernier tips à faire aussi avec Podman. Podman vous permet en fait de générer un fichier à côté que le Sigstore param. C'est notamment important quand vous utilisez un Sigstore privé. Donc, parce qu'au lieu de passer tous les paramètres en ligne de commande sur le cosine sign, là, avec Podman, vous pouvez passer un seul paramètre, le sign by Sigstore, vous passez votre petit YAML et en fait, l'affaire est pliée, c'est cosine derrière, c'est exactement la même chose. Donc, avant que je passe la main, j'ai un dernier truc à vous dire concernant cosine. C'est que cosine, en fait, ils ont changé de version, ils sont à la V3 aujourd'hui. La V2 permettait de faire des signatures sous forme de tag, donc c'était du SHA-256.sig pour la signature, donc ce qui fait qu'à chaque fois que vous passez votre pipeline, c'est un nouveau tag qui sort, et c'est la galère. Et donc, cosine V3 utilise la fameuse Referrers API, ce qui veut dire que, en fait, vous rajoutez l'image et vous appelez la Referrer API, un peu comme ce que Arbor a fait pour montrer les différentes attestations et signatures. Voilà. On est prête pour aller en prod ? Presque. Alors, moi, comme vous le savez, les clusters Kubernetes, c'est mes chouchous, donc j'y prends soin. Et avant de mettre une image en prod, avant de déployer un pod avec une image, je fais attention, je vais peut-être mettre des garde-fous. On va voir ça. Dernière question. Allez, là, il faut, avant-dernière question. Avant-dernière. Comment pouvons-nous vérifier si les signatures et attestations sur un cluster cube ? Il faut choisir 2 réponses. Avec KitOps, avec Kyverno, avec Kali ou avec Hopa plus Gatekeeper. Alors oui, c'est OPA, mais moi, j'aime bien dire Hopa. C'est rigolo. Alors, à votre avis, c'est quelle réponse ? Je vais voir. Avant-dernière réponse. Ah, ils sont forts. Bravo, Franchement, ils sont forts. Bravo. Franchement, c'est cool. Donc, ouais, vous avez raison avec Kyverno et Hopa et Gatekeeper. Le classement, ouais, il bouge encore. Ça y est, mais vous avez encore une réponse et vous allez voir, elle est sympa. Donc, Kyverno, c'est quoi ? C'est un moteur de poétique cloud natif. En fait, il suffit de définir vos policies, vos poétiques, de manière déclarative dans du YAML. On n'en a pas encore beaucoup vu. Et ce qui est cool, c'est que contrairement à OPA et Gatekeeper, où vous devez apprendre à faire du Rego, cet petit langage Rego, personnellement, j'en ai fait. Je mettais 1 heure à écrire une règle Rego et 2 jours à débugger. Donc, mon petit chouchou, c'est Kyverno. Ça sent du vécu ? Ouais, les cheveux blancs, c'est la cause de Rego. Et mon fils. Bisous. Donc, du coup, ouais, Kyverno utilisé, c'est cool. Ça permet de faire plusieurs règles, du validate. On peut approuver, deny des ressources
avant de les créer, les éditer. On peut justement éditer des ressources, on peut en générer, on peut en clean up automatiquement et on peut faire de la vérification d'images. C'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Kyverno, ça kiffe la supply chain. En fait, ça permet de vérifier, par exemple, est-ce qu'une image elle utilise le tag latest. Si c'est le cas, non, j'ai pas envie de mettre ça sur mon cluster. En vérification du digest, de la metadata. Est-ce qu'une image a une signature qui a été faite avec cette autorité, avec cette clé, avec ce certificat? Est-ce que l'image a une attestation SBOM, une provenance, un VEX, futur, etc. Ou eh bien, est-ce que l'image elle provient de ce registre qui est authentifié, etc. Donc franchement, ça permet de faire pas mal de trucs. Et la petite nouveauté, qui en 1.17 est sortie, ça y est, hier. Et on va le voir avec la Image Validating Policy. Ça y est, ça supporte les images avec Cosine V3. Donc ce qui veut dire que hier, dans la chambre d'hôtel, j'ai fait la mise à jour de la démo. Ne me tape pas. Normalement, ça a marché. Mais du coup, on vous a mis la dernière version de Kyverno sur le cluster et qui supporte Cosine V3. Ça, c'est cool. On fait la démo, on va voir si elle va marcher du coup. Donc, on va créer notre Image Validating Policy. C'est un dernier type de policy qui veut remonter avec un 1.15. On va voir c'est quoi. Alors, voilà. En fait, c'est quoi? C'est une policy qui s'appelle Check Images. Le petit nom, il est là. Et en fait, elle va être appelée quand? Quand je vais vouloir créer ou mettre à jour un pod ou un déploiement qui fait référence à cette image-là, la Gophers API qu'on parle depuis le début du talk, on va vérifier la signature d'image avec un attestor cosine. Et on va le voir en haut dans quel cas. Et si ça fail, ça va être mettre un message fail image signature vérification. Et on vérifie quoi? Touf, touf, touf. On vérifie que l'image a été signée avec cosine en mode keyless. On aurait pu faire aussi avec une clé valeur, etc. Et c'est par contre, c'est avec le IDC de Chérine. Donc, moi, j'ai pas le droit. Ne faites pas ça pour la prod. Je suis punie. C'est mieux d'avoir le workflow, par exemple, ou notre identité. Mais ça marche bien. Donc ça, c'est notre petite policy, la politique. On va l'appliquer sur notre cluster cube. J'ai créé un petit cluster cube chez OVH à Paris. Comme ça, je me suis dit, la latence va être bonne. Un cluster parisien. Et en fait, je l'ai mis sur le cluster. Kubernetes me dit c'est créé. Je vérifie toujours. Moi, je veux toujours vérifier si c'est vrai. Contrôle get ivpol, le petit nom court. Et en fait, la policy s'appelle checkImage. Elle a bien été créée depuis 9 secondes et elle est ready. Jusqu'ici, tout va bien. On va faire un premier petit test. Je vais vouloir déployer un pod qui s'appelle SignGopher, qui fait référence à l'image que l'on a vue depuis tout à l'heure, qu'on a signée avec Cosine V3. Hein? La 7025. C'est toujours la même. Donc, on va faire un apply et voir si elle va être appliquée sur notre cluster Kubernetes. Donc là, ça met un peu de temps. C'est ce qu'on a vu entre Kyverno 1.16 et 1.17. Avant, c'était compatible que Cosine V2. C'était plus rapide. C'est la et là, 0. on a parlé juste avant avec les contributeurs qui sont ici. Et en fait, comme ils checkent la policy, Kyverno il check, est-ce qu'il y a une signature Cosine V2? Non. Est-ce qu'il y en a une V3? Ça prend plus de temps. Donc là, il me dit, c'est good, je te laisse passer ton pod. Oui, le pod existe bien sur le cluster, il est ready, il est running et créé il y a 24 secondes. C'est cool. Bon, Kyverno, il a dit, je te laisse passer. On va faire un deuxième test. On va lui dire, je vais essayer de déployer un petit pod qui s'appelle UnsignedGopher et qui fait référence à une autre image avec un autre hash, celui-ci est non signé. Donc, on va tester. Je fais mon petit apply sur mon cluster. On va regarder. Et en fait, là, il me dit, non, je ne suis pas content. Là, c'est Kyverno qui me dit, il fait son Gandalf, vous ne passerez pas. Et du coup, il laisse pas passer la création de mon petit pod, avec le petit message qu'on lui a dit dans la policy qu'on a définie. On est sûr, est-ce que vraiment le pod n'a pas été créé? Et c'est le cas, en fait. Il n'y a que celui qui est signé, qui est passé avec mon garde-fou. Oh, mais c'est cool tout ça. Ouais, donc cool. mon image, c'est bon, elle est déployée, tout et tout. C'est cool. Oui, c'est cool. Nos copains de la sécurité vont être contents. Donc place à la dernière question. La dernière question concerne les attaques qui figureront dans la prochaine version de OWASP Top 10. Attaque de la supply chain, mauvaise gestion des secrets,
Autorisation trop permissive, service manager compromis. Dernière question. À votre avis? Ça va être rigolo. Easy, attends. On en parle depuis le début. On vous a tous eu. Truc rigolo, c'est ça. Les attaques de la supply désolée. chain ne sont pas dans le top 10. Par Désolée. contre, il y a plein de secrets que vous êtes potentiellement en train de faire passer par votre supply chain. Et il y a beaucoup d'autres Bravo, attaques. Donc Arnaud, Clément et FB. Prenez une capture. Bravo, parce que c'était pas simple. Prenez une capture de votre téléphone pour voir qui c'est le 1, 2, 3. Et les autres, vous venez à la fin. Vous venez à la fin, on a quand même des goodies pour vous. C'est la question la plus difficile d'ailleurs. Je confirme. Donc, en avance de phase, on a eu l'autorisation de Six Security de Prenez en vous photo. montrer ça. Et, Ce le sera draft. Ce sera annoncé à la KubeCon à Amsterdam. Ouais, en mars. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a plein de choses, donc, comme les secret management failure, c'est des choses qui peuvent être liquées par la supply chain en fait, donc même si la supply chain n'y est pas. Voilà. Et donc, on arrive bientôt sur la fin, on espère que vous avez appris quelques trucs avec nous, donc pour nous assurer qu'on a quand même checké ce point-là. On aimerait vous poser une dernière question. Alors, cette fois-ci, on vous pose une question et on veut que vous répondiez. Bon, la question c'est, on a utilisé plein d'outils pour faire nos démos, est-ce que vous en souvenez de quelques-uns d'entre eux? Quels sont les outils qu'on a utilisés? Horace. Notary. BOM. Notation, ouais. Cosign. Trivi. Allez, encore moins. Hein? Sift. Alors, on n'a pas utilisé, mais... Trivi, Gripe, Sift, ce que tu veux. Donc, effectivement, vous avez raison. Mais déjà, il y a beaucoup d'outils, encore plus que ce qu'on a vu. Il y a beaucoup d'outils qu'on n'a pas eu le temps de vous montrer, mais un petit takeaway pour les outils qu'on a utilisés, nous, dans notre cas, avec leurs petits super pouvoirs. On a fait exprès une petite slide avec 1 ou 2 super pouvoirs. 1 ou 2. Allez, on a été généreuse. Prenez en photo, on a fait exprès en fait pour avoir vous avez avec ce talk dynamique, vous avez quelque chose à la fin que vous pouvez garder et revoir. Il y a pas mal d'outils, il y en a encore plus. Mais déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais voilà, ces outils sont pratiques. Donc le domaine de la supply chain bouge énormément, surtout en ce moment, avec aussi la CRA, la Resiliency Act de l'Union européenne. Ouais. Donc je pense que ça va encore beaucoup bouger. On vous remercie d'être venu nous voir. Hein? Oui, on peut, ouais. On peut. Est-ce qu'on a des questions? Ah, là-bas. Si ton micro, il marche. Cours. 3 minutes. 3 minutes, ça va. Activez le micro de Jérôme. Ne marche pas. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Entre CycloneDX et SPDX, c'est quoi votre format préféré? Alors, SPDX, il est poussé par la Linux Foundation. Donc, il est un peu plus verbeux. Il est très utilisé dans l'univers Kubernetes. Et CycloneDX, il est poussé plutôt côté check des vulnérabilités, automatisation, etc. Donc, les deux fonctionnent. Tout dépend de ce que vous allez avoir après. Parce qu'en fait, c'est bien beau de les générer, mais il faut surtout qu'ils soient utilisés par la suite. Donc, ça dépend de ce que vous avez après. Et j'ai également un complément à Chérine, en fait. SPDX, il est plus, on va dire, human, je ne sais pas comment le dire en français, il est plus human readable, en fait. Il est plus fait pour les humains qui le regardent. Et par contre, CycloneDX est plus fait pour les outils. Donc, les outils vont être plus performants avec CycloneDX qu'avec SPDX. C'est pour ça que nous, on recommande de générer les deux. Comme ça, vous en avez un pour communiquer avec les équipes et un pour communiquer avec les outils. Donc, vous avez, le format, le résultat n'est pas le même, mais SPDX, c'est plus pour les humains, comme on l'a vu avec du BOM. C'est pour ça qu'on utilise celui-là, parce que pour le talk, c'est plus regardable, lisible pour les humains. Mais CycloneDX, c'est plus performant pour les outils, en fait.
Il y a eu des benchmarks faits. J'ai lu récemment pas mal de comparatifs sur ça pour bien continuer à bien me plonger dedans depuis des années. Et en fait, ouais, le comparo, c'est ça. Un human readable et un plus fait pour les machines, en fait. Donc voilà, en complément de sharing. Peut-être une dernière question. Jérôme et Nico pour vous. Bonjour, ma question c'est la suivante, les SBOM c'est cool, mais quand on a des registrés avec 50 000 images, qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces milliers de lignes de code dans les SBOM? Comment on les exploite, etc. Parce qu'en fait là on l'a vu dans la démo, c'est cool de les regarder avec la console, etc. Mais comment on fait à l'échelle? Alors c'est une faire très bonne J'ai question. juste une Vas-y. réponse. Tu- Il y a un exemple en fait. Alors moi je peux parler d'un exemple si tu es dans un cluster Kubernetes. Si par exemple tu peux générer tes SBOM, toutes les images des applications qui tournent dans ton cluster, tu peux après, avec un outil qui s'appelle Dependency Tracker, tu peux avoir un dashboard global avec tous les SBOM. Tu récupères tes SBOM avec un petit opérateur et du coup tu as un dashboard global, tu as de la centralisation de toutes ces images-là, de tous ces SBOM-là, et tu peux en faire quelque chose en fait. Donc il y a des outils qui permettent de centraliser pour avoir une vision, une image globale, une vision globale en fait. Mais oui, les outils en ligne de commande, on utilise exprès là pour le talk, mais il y a pas mal d'outils, d'opérateurs qui génèrent automatiquement les SBOM avec les images qui tournent sur ton cluster par exemple. Il y a pas mal d'outils qui font ça, qui aident, et Dependency Tracker qui aident à avoir un dashboard global. Ça peut aider aussi. C'est une des pistes pour Kubernetes. Je ne sais pas si tu as des compléments. Ou... Non, c'est très bien. Oui, effectivement, il faut les exploiter. Si on ne les exploite pas, c'est effectivement... Ça ne sert à rien. Si tu n'en fais rien, ça ne sert à rien en fait. Mais ouais, c'est important, c'est tout ce qu'on a vu, ça a une utilité. On a raconté une histoire avec, mais ça a une utilité. Avec Et Inferno, par exemple, le CRA qui arrive... en septembre 2026 déjà. Ouais, septembre. Et en fait, le CRA, qu'est-ce qu'il dit? Ça focalise sur l'Europe, mais en gros, le SBOM est obligatoire. Et il faut faire un scan des vulnérabilités. Et du coup, le VEX est aussi obligatoire par ricochet, parce que tu veux montrer que celles qui sont exploitables dans ton application. Mais le SBOM est obligatoire maintenant. C'est plus un nice to have. Donc c'est pour ça qu'on vous en parle, parce que ça arrive, on ne le sait pas forcément. Et il y a des lois, il y a des choses qui se font. Et il faut se préparer dès maintenant et mettre en place tout ça, en fait. Voilà. Désolée, j'ai dépassé. Merci beaucoup. Je parle peu. Merci beaucoup, Olivier Merci Chérine. bien.